17h34 minutes. On a parlé plus tôt cet après-midi avec Renaud Brossard. Il est directeur principal de la communication chez son instance, n'est-ce pas, de contrôle sur les finances publiques. On écoute donc ce que ça a donné avec Renaud Brossard. Alors, nous avons avec nous en visuel Monsieur Renaud Brossard, qui est directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal. Bienvenue, Monsieur Brossard. Ben, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ça va très bien, vous? J'espère que ça va bien, même après le budget fédéral. Ça a été des grosses journées, beaucoup de fatigue, mais ça va bien. Monsieur Brossard, essayez, faites un effort surhumain pour me trouver une bonne nouvelle dans ce budget. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, je dois vous avouer. Je pense que la bonne nouvelle, c'est pour les gens qui sont des gens à faible revenu, qui vont avoir justement une nouvelle aide ponctuelle du gouvernement fédéral, parce qu'on sait que l'inflation a fait mal à tous les portefeuilles. Bien, pour un peu compenser ça, le fédéral a une mesure où ils vont envoyer des chèques aux personnes à faible revenu. On parle de 11 millions de Canadiens quand même, pour un total de 2,5 milliards de dollars qui va être envoyé, ce qui va quand même aider beaucoup de gens à souffler. Mais je pense que du point de vue des bonnes nouvelles avec ce budget, c'est malheureusement à ça qu'on doit arrêter. Alors donc, si je comprends bien, le gouvernement libéral, on parle du deuxième gouvernement de Justin Trudeau, là, hein, du troisième gouvernement, je ne sais plus, On est, deux on en est au élections. troisième, hein? C'est son troisième, mine de rien, c'est son troisième. Et il a commencé avec le premier en nous annonçant de petits déficits. Et on a continué avec de moyens déficits. Et là, c'est des déficits vraiment là très larges. Donc, c'est un gouvernement de déficit en déficit. Absolument. En fait, écoutez, comme vous l'avez dit, nous avez promis trois petits déficits jusqu'en 2019. Malheureusement, le budget n'a pas été rééquilibré depuis. Les déficits ont été beaucoup plus élevés que prévu. En fait, quand Justin Trudeau est entré en poste, la dette fédérale était autour de 690 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle est autour de 1280 milliards de dollars. On parle quand même d'une augmentation de 92% de toute la dette fédérale qui a eu lieu dans les 8 dernières années avec le gouvernement Trudeau. Donc, depuis 1867 à la Confédération, ça a fait à peu près la moitié de la dette. Et depuis que Trudeau est là, ça a fait à peu près une autre moitié de la dette qui a été ajoutée. Euh, c'est une grande, grande, grande augmentation. Il faut reconnaître cette dette-là. On n'emprunte plus à des taux d'intérêt aussi bas qu'on empruntait autrefois. Elle commence à nous coûter de plus en plus cher. En fait, n'importe qui a une hypothèque ou n'importe qui a un prêt récemment a pu voir l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt sur son budget personnel. La même chose se fait au niveau du fédéral. Donc, justement, des emprunts à 2%, c'est plus vraiment ça que le fédéral fait. On parle plutôt d'emprunts à 4, 4,5, 5%. Donc, ça finit par coûter très, très cher aux contribuables. Non, parce au début du mandat, et c'était même en campagne électorale, le candidat Trudeau nous avait donné comme raison, c'est que les taux d'intérêt étaient très bas et emprunter ne coûtait pas cher pour payer les intérêts sur la dette. Là, on parle de plusieurs milliards, 43,9 milliards pour payer seulement les intérêts sur la dette, ce qui signifie autour de 1 490 $ par Canadien. Et là, il faut prendre en considération pas tous les Canadiens, parce qu'il y a 11 millions qui ne peuvent absolument rien payer. Il faudrait diviser ça par le nombre de Canadiens, moins 11 millions. Ça veut dire que la classe moyenne va avoir un fardeau extraordinaire à supporter, non? Absolument. En fait, ce 1500-là, on l'a déjà divisé pour que ça donne uniquement les contribuables, donc ceux qui font des rapports d'impôts. C'est sûr qu'il y a des gens là-dedans qui font des rapports d'impôts, mais ne paient pas d'impôts. Donc, il y a quand même un fardeau encore plus grand pour ceux qui ont une facture d'impôt au final. Mais le fait est que c'est quand même 1500 $ de l'argent de nos impôts qu'on envoie à Ottawa à chaque année. Et cet argent-là, ce 1500 $ là, il va pas servir pour la santé. Il va pas servir pour l'éducation. Ça va pas être pour les logements. C'est pas quelque chose qui va revenir dans nos poches non plus. C'est ce qu'on paye uniquement en intérêt pour, en fait,
pour couvrir nos excès passés. Et c'est en augmentation très rapide. En fait, quand je vous parlais des taux d'intérêt, écoutez, quand Justin Trudeau est entré en poste, les frais d'intérêt sur la dette nous coûtaient autour de 25 milliards par année. Aujourd'hui, comme vous le mentionnez, c'est 43 milliards. Et d'ici 2028, le gouvernement s'attend à ce que ça monte à 50 milliards. Donc, on parle ici de beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est malheureusement de l'argent qui ne sert pas à aider les Canadiens, mais seulement à couvrir les excès qu'on a faits par le passé. Donc, quand on voit tout ça, on se dit, ben, ça serait le temps de revenir à l'équilibre budgétaire. Simplement parce que, bon, les excuses que Trudeau nous avait dit pour faire des déficits, soit le fait que les taux d'intérêt étaient bas et qu'il fallait aider les gens durant la pandémie, ben, ces deux excuses-là sont parties. Les taux d'intérêt ne sont plus bas du tout. En fait, ils ont beaucoup monté. La pandémie, une chance, semble enfin être derrière nous. Mais malgré ça, le gouvernement Trudeau continue à s'entêter avec la même solution et à faire un autre budget sur la carte de crédit, en fait. Et normalement, lorsque le gouvernement prend une mesure d'épicerie pour les plus démunis, on se dit que c'est peut-être une décision électoraliste. Est-ce qu'il y aurait des élections dans l'air? Ben, on ne sait pas. C'est sûr que le gouvernement présentement, c'est un gouvernement minoritaire. Il compte sur l'appui du NPD. Il y a une entente entre les libéraux et le NPD pour qu'ils votent ensemble qui leur permet d'avoir une majorité sur plusieurs projets. Mais c'est pas sur tout. Et cette entente-là tient jusqu'à ce que le NPD ou les libéraux décident qu'ils sont plus satisfaits de l'entente et qu'ils veulent aller en élection. Donc, il y a toujours ce risque qui est là. Mais c'est sûr que quand on regarde cette mesure-là, écoutez, ça a l'air d'être gros quand on dit 2,5 milliards. Le gouvernement fédéral va dépenser 490 milliards cette année. Donc, il faut quand même le remettre en perspective. Le fédéral a un problème de dépenses. On sait que c'est un gouvernement qui a été très dépensier. Et une des choses qu'on constate, en fait, c'est que budget après budget, le gouvernement nous dit qu'il se préoccupe de sa santé financière, qu'il veut faire attention à ses sous. Mais budget après budget, la ministre des Finances augmente les dépenses de manière constante. Et les augmente même par rapport à ses prévisions d'augmentation dans les budgets précédents. Donc, on a un gouvernement qui se ramasse dans une situation où on dirait un peu que l'argent lui brûle les doigts. Le seul problème, c'est que, bon, en fait, non seulement ça coûte plus cher d'emprunter qu'avant, mais on n'a plus la même marge de manœuvre qu'avant pour les emprunts. Comme je le mentionnais, la dette a quand même augmenté de 92% depuis que Justin Trudeau est au pouvoir. Ben ça, c'est un montant qu'on n'est plus en mesure d'emprunter. Et qui veut dire que prochaine fois qu'on a une crise, on espère que ça va prendre un bout de temps, mais la prochaine fois qu'on aura une crise, on a moins de marge de manœuvre financière pour passer au travers de cette crise-là. Donc, la chose vraiment responsable que le gouvernement aurait dû faire, ça aurait été de regarder ses dépenses, de voir où est-ce qu'il peut, ben, qu'est-ce qu'il peut couper, qu'est-ce qu'il peut mieux faire, là où est-ce qu'il peut trouver de l'efficacité. Mais c'est malheureusement pas ça qu'on voit dans ce budget-ci. Et puis, il y a quand même qu'un pays est sous surveillance. Tous les pays sont sous surveillance de la part des instances économiques mondiales, n'est-ce pas? Même si l'OCDE n'en est pas une, mais l'OCDE a son mot à dire par rapport au comportement de nos dirigeants. Et l'OCDE prévoit que la croissance du Canada doit être vue à la baisse parmi donc l'une des plus faibles des pays de l'OCDE. Ça veut dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? En fait, c'est pas seulement l'une des plus faibles, c'est que l'OCDE prévoit que d'ici 2060, donc durant les 40 prochaines années, le Canada aura la croissance la plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc, c'est encore pire que simplement dire que c'est une des plus faibles. Et en fait, ce que l'OCDE remarque quand ils font ces études-là, c'est qu'il y a un problème de productivité, dans le fond, où il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits en productivité. Puis là, faut être très clair. Quand on parle de productivité ici, c'est pas une question de demander aux gens de faire 60 heures semaine au lieu d'en faire 40. Là. C'est une question d'avoir l'équipement nécessaire pour que chaque heure de travail qu'on fait puisse être plus profitable, ce qui veut dire qu'on a des potentiels de meilleure hausse de salaire, des potentiels de hausse de notre niveau de vie. Et ça, le Canada a malheureusement un retard en termes de productivité et on n'est pas en train de le combler. Les autres pays réussissent à mieux favoriser les investissements en productivité que nous. Et le résultat, c'est que avec ce problème, en fait, de productivité, cette faible augmentation de la productivité, les prévisions de l'OCDE sont que notre niveau de vie va être 17 000 plus bas que la moyenne de l'OCDE en 2060. Donc, on ne parle pas de peu d'argent.
Puis on parle de quelque chose qui affecte directement les gens. Je veux dire, notre niveau de vie, c'est ce qu'on est en mesure de dépenser pour s'acheter une maison, pour s'acheter une voiture, pour faire notre épicerie. Donc, de dire qu'on va avoir un retard de 17 000 par rapport aux autres économies avec lesquelles on compétitionne habituellement, c'est quelque chose d'inquiétant. Et malheureusement, le budget que Justin Trudeau a déposé ne fait absolument rien pour régler ce problème de productivité-là. Donc, il nous condamne un peu à avoir cette faible croissance dans les prochaines années. Est-ce que on peut dire que le Canada essaie de copier sur le grand frère américain de l'autre côté qui n'a aucun problème avec le déficit et ça fonctionne pour les États-Unis? Ben, je dirais que s'il copie, il copie très mal. C'est sûr que, bon, du point de vue des déficits et des finances publiques, les États-Unis sont pas nécessairement l'exemple à suivre. Par contre, les États-Unis réussissent à attirer davantage d'investissements en productivité que nous et vont avoir une meilleure croissance que nous dans les 40 prochaines années. Donc, il faut réaliser que, quelle que soit l'approche que le gouvernement Trudeau a pris, cette approche-là ne fonctionne pas et doit être modifiée. En fait, une des choses qu'on remarque, quand on regarde la littérature économique, c'est très, très clair. Si on veut augmenter la productivité, si on veut combler cet écart-là, si on veut avoir le niveau de croissance qu'on devrait avoir et non celui qui est prévu présentement, les choses sont très claires. Il y a un lien, en fait, qui est inverse entre le taux d'impôt des entreprises et le niveau des investissements en productivité. Puis c'est très compréhensible. Plus le taux d'impôt est élevé, plus ça prend de temps avant qu'un investissement se rentabilise, moins c'est intéressant d'investir ici par rapport à d'autres juridictions qui ont des taux d'impôt moins élevés. Ben, le fait est que présentement, nos taux d'impôt ne sont plus aussi compétitifs qu'ils étaient déjà, notamment depuis que les États-Unis ont réduit le taux d'impôt des entreprises il y a quelques années. Donc, on se ramasse avec cette situation où les entreprises investissent plus autant ici qu'elles investissaient autrefois. Et donc, en fait, on a plusieurs entreprises manufacturières qui vont continuer de rouler avec la technologie qui était le nec plus ultra, mais il y a 20 ans de ça, alors que leurs compétiteurs aux États-Unis, en France, en Allemagne, font des investissements pour avoir la technologie qui est la plus récente, la plus performante. Et ultimement, c'est ce qui fait notre retard en productivité et notre retard en croissance qui va se traduire malheureusement par une croissance moins rapide de nos chèques de paye à tout le monde. Mais le Canada fait quand même partie des pays du G7. C'est ça qui peut-être omnibule les dirigeants canadiens, qui nous fait croire qu'on est parmi les grands et qu'on est grand, mais on oublie qu'on est peut-être un nain dans la cour des grands qui essaie de jouer dans la cour des grands. Il y a un peu de ça. Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on parle d'une belle position. Justement, comme vous mentionnez, on est dans un pays du G7, on a une économie qui est quand même très avancée, qui a un grand secteur des services. Par contre, le risque est que si on n'a pas justement un niveau de croissance bon, du point de vue du point de vue de la compétition des nations, c'est qu'on risque de perdre beaucoup de place, donc de ne plus être aussi bien en vue parmi les autres économies. Mais, et je pense que c'est vraiment le plus important, c'est du point de vue individuel, encore une fois, ça veut dire que nos chèques de paye, notre niveau de vie, notre standard, notre niveau de vie, notre standard de vie ne va pas croître aussi rapidement. Donc, c'est un certain appauvrissement relatif qu'on se compare à nos voisins. Et je pense que c'est quelque chose, surtout qu'on parle justement de la plus faible croissance de l'OCDE, c'est quelque chose auquel le gouvernement aurait dû s'attaquer, qui devrait être particulièrement alarmant pour le gouvernement. Mais malheureusement, encore une fois, on ne voit absolument rien dans ce budget en ce sens-là. Dernière question, Monsieur Brossard. Qu'est-ce qui rassure le gouvernement Trudeau pour ne pas tenir compte dans son budget d'une date probable de retour à l'équilibre budgétaire, alors que seulement cette date qu'on n'est pas toujours tenu de respecter entre nous, là, n'est-ce pas? Mais l'annoncer seulement, l'intention, exprimer cette intention déjà pourrait rassurer les investisseurs, pourrait rassurer la population. Pourquoi on fait fi de cet aspect-là de la question, ce retour à l'équilibre budgétaire, comme si c'était un bar ouvert, et on a l'intention de continuer à creuser le déficit au Canada? Oui, j'aimerais avoir la réponse à ça. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans le gouvernement Trudeau qui ont des discussions qui sont davantage sur la question de qu'est-ce qui est bon pour eux électoralement, que qu'est-ce qui serait mieux pour le pays à long terme. Faut pas oublier que justement ces déficits-là, c'est de la prospérité future qu'on emprunte pour payer nos dépenses aujourd'hui. Hein. Je veux dire, c'est rien d'autre que l'argent des impôts de demain
qu'on est en train de prendre pour payer nos factures aujourd'hui, c'est quelque chose de particulièrement inquiétant. Et malheureusement, de la part d'Ottawa, encore une fois, on n'a eu aucune réponse, on n'a aucune cible pour le retour à l'équilibre budgétaire. Puis encore là, même si on avait des cibles pour le retour à l'équilibre, jusqu'à date, ce gouvernement-ci, à chaque fois qu'il y avait des cibles, il a toujours fini par les reporter à plus tard, à plus tard et à plus tard, en dépensant toujours plus à chaque année. Je dois avouer, c'est pas un gouvernement dans lequel j'ai beaucoup d'espoir à ce niveau-là, malheureusement. De plus tard à plus tard, jusqu'au néant, au calendrier grec, n'est-ce pas? On va continuer à causer des déficits. Merci, Renaud Brossard. Renaud Brossard est directeur principal des communications à l'Institut économique de Montréal. Encore une fois, merci d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Brossard. Ben, c'est toujours un plaisir. À bientôt. Merci, au revoir.